ici une définition qui est peut-être la définition la plus inclusive et qui considère que les jeunes aidants, dont on va parler tout au long de ce webinaire, ce sont des jeunes de moins de 25 ans qui apportent des soins, des services ou de l'accompagnement non rémunéré à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, temporaires ou permanentes. Les types de soutien apportés par ces jeunes et leur intensité peuvent différer donc selon l'âge du jeune. Vous verrez, on en parlera tout à l'heure, que certaines recherches, et notamment la recherche que l'on a menée, montre que certains jeunes deviennent des jeunes aidants dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Donc, bien évidemment, un enfant de 5 ans ne va pas offrir le même genre de soutien à une personne de son entourage qu'un jeune de 25 ans. Mais bon, les types de soutien peuvent aussi varier en fonction de la proximité physique et relationnelle. C'est-à-dire un jeune qui habiterait avec le proche qu'il soutient va potentiellement l'aider d'une certaine façon, mais un jeune qui n'habite pas avec le proche peut tout autant lui offrir un soutien, peut-être plus un soutien émotionnel, donc de l'appeler régulièrement pour s'assurer qu'il va bien, etc. Et également, les types de soutien vont varier et l'intensité va varier en fonction de la nature des difficultés de la personne aidée et de l'ampleur des difficultés qu'elle vit. On peut imaginer que lorsqu'un proche vit, par exemple, des difficultés de type difficultés de santé mentale, le type de soutien va potentiellement être différent de quand, par exemple, la personne aidée est porteuse d'un handicap physique. Donc, je vais y revenir, mais l'idée, c'est vraiment de bien identifier déjà qu'il s'agit d'une catégorie qui est large en termes d'âge, qui peut commencer très jeune et avec une diversité de soins ou de soutiens qui peuvent être apportés. Les travaux, Rima, je vois que tu as levé la main, mais peut-être... Je veux tout simplement mentionner si c'est peut-être préférable pour tout le monde, Aude, si tu voudrais juste élargir, parce qu'on voit le PDF en fait de ton partage. Donc, soit élargir comme ça, un peu plus ou le mettre en plein écran si c'est possible. Merci. Oui, je ne sais pas comment faire par contre. On le voit bien, je pense, pour la majorité. Je crois que oui, Okay. c'est beaucoup mieux. Merci. Ok, super, merci de m'avoir prévenu. Donc, dans la littérature, il y a un certain nombre de travaux qui portent à l'étranger, qui portent sur la jeune aidance et qui montrent de façon assez consensuelle que la jeune aidance est associée à des bienfaits. C'est-à-dire que souvent, les jeunes aidants vont rapporter une certaine fierté par rapport au fait d'aider leurs proches, des compétences qu'ils vont avoir acquises au cours de ce rôle, une certaine maturité, de l'autonomie. Mais, et c'est quand même voilà, ce qui ressort de façon peut-être plus massive, c'est un rôle qui est aussi associé à de nombreuses difficultés. C'est-à-dire que les jeunes aidants, de façon en tout cas plus fréquente que les jeunes non-aidants, vont rapporter des difficultés sur le plan physique, notamment. Alors, on va noter des maux de dos, qui peuvent être, par exemple, aussi associés au fait que des jeunes vont prendre en charge un certain soutien physique à leurs proches, par exemple, le fait d'aider son proche à se déplacer, à se lever du lit, à faire sa toilette, ce qui peut être extrêmement exigeant pour un jeune, et d'autant plus qu'il est jeune, justement. Des maux de tête, de la fatigue, des difficultés en termes de santé mentale, donc des jeunes qui vont rapporter davantage que les jeunes non aidants avoir des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, de l'inquiétude, des difficultés relationnelles, des jeunes qui peuvent rapporter plus fréquemment, par exemple, un sentiment d'isolement, le sentiment d'être différent de leur père, des difficultés scolaires. On y reviendra tout à l'heure, mais plusieurs études qui montrent que les jeunes aidants, en général, rapportent davantage, par exemple, de difficultés de concentration à l'école, plus d'interruptions d'études, et des difficultés aussi financières, puisque les études montrent en général que les jeunes aidants vont avoir tendance à être plus précaires que les jeunes non aidants, pour différentes raisons, mais notamment parce que
à partir d'un certain âge aussi, les jeunes aidants vont aider financièrement leurs proches lorsque la situation l'exige, et donc avoir d'autant moins de ressources financières pour leur propre projet. Donc, oui, des répercussions, des bienfaits, mais aussi des difficultés qui amènent la plupart des pays à considérer actuellement la jeune aidance comme un enjeu de santé publique. Et ce que montrent les études également, c'est que plus le rôle d'aidant est endossé à un jeune âge, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très interpellant, c'est que souvent des enfants, dès l'âge primaire, dès l'école primaire, vont endosser un rôle de jeune aidant, mais plus le risque que ces difficultés se présentent est élevé. Et plus ils endossent le rôle d'aidant longtemps, plus également ils sont à risque de vivre ce genre de difficultés. Ce qui ressort aussi de façon très consensuelle dans les études menées à l'étranger, puis je vous parlerai ensuite de nos constats observés au Québec, ce qui rejoint clairement ces conclusions-là, c'est que il y a des difficultés également d'identification. C'est difficile d'identifier qui sont les jeunes aidants, et c'est d'autant plus difficile que les jeunes eux-mêmes ont des difficultés à s'auto-identifier comme jeunes aidants pour différentes raisons, et notamment par peur de la stigmatisation, puis tout simplement parce qu'ils considèrent que le fait de venir en aide à leurs proches serait finalement quelque chose de normal, de naturel, qui s'explique par les relations affectives ou par l'obligation quelque part de venir en aide aux proches, que ils ne perçoivent pas ça forcément comme un rôle particulier qui viendrait avec un certain nombre de difficultés. Et notamment, ce qu'on constate, c'est qu'en milieu scolaire, c'est extrêmement compliqué de repérer ces jeunes, et que ces jeunes se sentent en général peu enclins à parler de leur situation à l'école, ce qui justement contribue à la difficulté de les identifier. Donc ça, je vais y revenir, mais c'est vraiment pour dresser un portrait de qu'est-ce qu'on a obtenu comme constat dans la littérature à partir des études menées à l'étranger. Au Québec, c'est très récent qu'on s'intéresse à ce phénomène, et justement, il y a eu cette volonté aussi du ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, de mieux comprendre justement qui sont les jeunes aidants au Québec, quel est leur portrait, combien ils sont, et comment est-ce qu'on peut soutenir leur persévérance scolaire. Donc on a reçu le mandat de mener une étude québécoise pour répondre à ces questionnements-là. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le but de cette étude québécoise, c'était donc de mieux connaître les réalités et les besoins des jeunes aidants, élèves ou étudiants. Vous allez voir qu'on a mené des études, finalement des volets différents en fonction des âges des élèves ou des étudiants, afin d'identifier des solutions pour les repérer plus facilement, mieux les connaître pour mieux les repérer, mais aussi mieux les connaître pour mieux soutenir leur bien-être et leur persévérance et leur réussite scolaire. Donc ça, c'était vraiment le but général de l'étude qui, comme je vous le disais, a été mandaté et financé par le ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et des Services sociaux, trois ministères que, évidemment, on remercie pour leur confiance et leur soutien. Au niveau de l'étude, pour donner un aperçu des objectifs généraux, j'y reviens, mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de documenter la proportion de jeunes. Les ministères nous ont dit, mais oui, d'accord, on sait probablement qu'il y a des jeunes aidants, mais combien sont-ils? Combien sont-ils en primaire, au secondaire, au post-secondaire? Qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques et quels sont leurs besoins? Et avec l'idée, dans un deuxième temps, de développer un guide d'accompagnement pour les milieux scolaires qui consisterait en fait à outiller davantage les milieux scolaires pour identifier et soutenir ces jeunes. J'y reviendrai tout à l'heure. On avait la commande de se centrer sur les différents niveaux scolaires, donc les élèves du primaire, du secondaire, les étudiants également du post-secondaire, donc les étudiants de cégep, d'université. Et on a reçu un financement sur 2 ans, donc qui s'est terminé il y a très, très peu de temps, pour mener cette étude.
Au final, pour différentes raisons, on a finalisé 2 volets, le volet primaire et le volet postsecondaire. Et on a la chance probablement de pouvoir poursuivre le volet secondaire dans les prochaines années et donc on reviendra avec un nouveau webinaire d'ici quelques temps pour vous présenter des résultats qui sont davantage centrés sur le secondaire. Mais en attendant, je vais davantage vous parler de ce qu'on a observé, de ce qu'on a créé en lien avec ces volets primaires et postsecondaires. Je vais commencer par le volet postsecondaire. En vous présentant à la fois les résultats qui sont ressortis de l'étude, mais aussi la formation qu'on a développée, qui était un des mandats qu'on nous avait confié, la formation qu'on a développée pour les établissements postsecondaires. Pour mener l'étude auprès des étudiants postsecondaires, on a réalisé une étude en ligne, un questionnaire, qui comprenait des questions sur à la fois les caractéristiques sociodémographiques des jeunes, leur scolarité, leur parcours scolaire, leur motivation scolaire, leur intention de persévérer dans leurs études, et aussi des questions sur le niveau de bien-être de ces jeunes. On a également posé des questions sur, évidemment, les caractéristiques et la santé de l'entourage, pour identifier quels sont les jeunes qui avaient dans leur entourage un proche, ou plusieurs proches d'ailleurs, porteurs de difficultés, d'un handicap, et également des questions sur le soutien que les jeunes potentiellement pouvaient offrir à leurs proches, malades ou porteurs d'un trouble, pour identifier qui finalement étaient les jeunes aidants parmi l'ensemble des répondants. On a obtenu au final un échantillon composé de 436 personnes étudiantes, donc au cégep ou à l'université, âgées de 18 à 30 ans, avec une proportion assez importante de femmes et un âge moyen de 23 ans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce dont je vais vous parler plus tard, mais sur la base des résultats qu'on a obtenus, on a développé une formation en ligne accessible sur le site du L'Approche pour les milieux scolaires postsecondaires. Première question qui nous était posée, c'est combien sont-ils ces jeunes aidants? On a obtenu un chiffre qui est vraiment assez considérable. Et souvent, on nous demande donc à peu près 21% d'étudiants au cégep ou à l'université qui disent fournir régulièrement un soutien, que le soutien soit pratique, émotionnel ou financier, à un proche atteint d'un trouble mental, d'une maladie physique, d'une invalidité ou difficulté liée au vieillissement. Donc, je vous le disais, c'est un chiffre qui est quand même assez massif. Et souvent, quand on présente ces résultats-là, on nous pose la question de « mais est-ce que vous avez été étonné par cette proportion-là » Et ce qu'on répond, c'est oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même finalement la proportion qui ressort régulièrement dans les études menées à l'étranger auprès de jeunes de ces âges-là et de ces niveaux scolaires-là. Donc c'est pas un résultat farfelu, mais c'est un résultat en tout cas qui est interpellant parce que clairement on voit que c'est pas un phénomène marginal. Ce qu'on observe, c'est également avec nos résultats et ce qui ressort comme souvent des constats dans les études menées également à l'étranger, c'est que la principale difficulté vécue par le proche soutenu, c'est un trouble mental qui peut être associé aussi à des difficultés physiques ou à un trouble neurologique, etc. Mais il y a souvent, en tout cas dans la moitié des cas, des problèmes de santé mentale chez la personne soutenue. Également, ce qu'on observe, donc une diversité de soutiens offerts, mais le plus souvent, un soutien émotionnel. Qu'est-ce que c'est un soutien émotionnel? C'est des jeunes qui vont dire qu'ils s'assurent que leur proche va bien, qu'ils jettent un œil sur leur proche pour vérifier son état de bien-être, qu'ils s'assurent de divertir leur proche quand leur proche est plus déprimé, par exemple, ou plus anxieux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le soutien émotionnel et c'est ce qui ressort comme le soutien le plus fréquemment apporté et qui peut être apporté d'ailleurs quand la personne n'habite pas avec son proche, qui peut être apporté par téléphone, à distance, etc. Viennent ensuite des types de soutien qui vont être des types de soutien plus de l'ordre des tâches domestiques, donc aider à la préparation des repas, aider au ménage, aider à faire l'épicerie.
lié à du soutien financier, qui est un soutien qui est évidemment beaucoup plus offert par des jeunes de 18-30 ans que par des plus jeunes. Hein. Donc, ce que ça veut dire, soutien financier, c'est des jeunes qui vont dire, moi, par exemple, j'ai pris un emploi pour aider ma famille à subvenir aux besoins de base. Ou je verse de l'argent régulièrement à mon proche pour le soutenir dans ses dépenses. Et du soutien logistique qui peut être du soutien, comme je vous le disais tout à l'heure, aider la personne à se déplacer, aider la personne à prendre des rendez-vous médicaux, aider la personne aussi à s'assurer que la personne prenne bien ses médicaments. Donc vraiment une diversité de soutiens qui peut être offert, mais à retenir, c'est que le plus souvent, c'est un soutien, en tout cas avant toute chose, un soutien émotionnel. Ce qu'on observe également et ce qui ressort dans l'ensemble, la grande majorité des études menées à l'étranger, c'est que la personne soutenue, c'est majoritairement la mère, mais ça peut être ensuite un grand-parent et également un partenaire amoureux. Dans ces tranches d'âge-là, de plus en plus de jeunes sont en couple et ce dont on s'aperçoit, c'est que fréquemment, la personne soutenue, c'est un conjoint ou une conjointe. Ce qui ressort et ce qui est vraiment tout à fait cohérent avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui a été observé par ailleurs, c'est que quand on demande aux jeunes de nous parler de leur expérience d'aidant, il y a à la fois des éléments très positifs et des éléments très plus lourds qui vont être cités, et souvent par les mêmes jeunes. C'est-à-dire que c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est souvent à la fois utile, on se sent utile, on sent qu'on a de la valeur, on est heureux de la proximité qu'on développe avec son proche, et en même temps, on se sent épuisé, on se sent seul, on se sent mal, on se sent en détresse, on se sent impuissant, on se sent coupable. Donc, c'est vraiment important de garder en tête la cohabitation de ces bienfaits avec des éléments beaucoup plus lourds et plus complexes à gérer. Voilà, donc c'est pas tout noir, tout blanc. Et surtout, ce qu'on observe, c'est que malgré les bienfaits, avant tout, c'est quand même des éléments plus complexes, plus difficiles, qui ressortent majoritairement. Donc oui, il y a des bienfaits, mais probablement une population qui est quand même en situation de vulnérabilité, ou en tout cas qui a besoin probablement de soutien de différentes sortes, dont je vais vous parler après. Étant donné aussi l'implication des ministères de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, il y avait aussi une focalisation qui était attendue dans l'étude sur les répercussions scolaires de la jeune aidance. C'est des répercussions qui sont peut-être un peu moins étudiées d'ailleurs dans les études à l'international. Les études vont souvent se centrer sur des répercussions davantage en lien avec la santé mentale, la santé physique éventuellement, l'isolement, mais moins sur qu'est-ce qui se passe en termes de scolarité pour ces jeunes. Ce qu'on observe, ce qu'on obtient, c'est des résultats qui sont vraiment très nuancés et très intéressants, à savoir que, la majorité, plus de la moitié des jeunes, disent rencontrer des difficultés à se concentrer en classe ou lors de leur temps d'études, et disent passer moins de temps à étudier qu'ils ne le souhaiteraient avant un examen. On le comprend très bien, ce sont des jeunes qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont avoir un certain nombre de préoccupations, ont tout simplement moins de temps à consacrer à l'étude. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que d'autres chercheurs ont trouvé. Donc, difficulté de concentration et difficulté parfois de pouvoir consacrer le temps nécessaire à l'étude. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, dans notre étude, et ce qui se retrouve dans certaines études à l'étranger, mais ce n'est pas forcément consensuel, c'est que les jeunes aidants ne rapportent pas être davantage en difficulté scolaire. En tout cas, ils ne rapportent pas de difficultés scolaires ou sociales majeures. Donc, ce sont des jeunes qui, malgré tout, malgré les défis, malgré les embûches, ont souvent une motivation scolaire, par exemple, qui est comparable à celle des autres jeunes, vont avoir autant le désir de poursuivre leurs études jusqu'à la fin que les autres jeunes. Donc, ce ne sont pas des jeunes qui sont moins motivés, moins impliqués, mais par contre, ce sont des jeunes qui vont malgré tout davantage décrocher
malgré la volonté, malgré la motivation, les défis font que ce sont des jeunes qui sont plus à risque d'arrêter leurs études, éventuellement les reprendre plus tard, mais en tout cas de les interrompre. Et ce sont des jeunes qui présentent davantage de difficultés, et ça ressort massivement dans l'étude, de difficultés sur le plan de la santé mentale et sur le plan émotionnel. Des jeunes qui vont se dire plus stressés à l'école, plus découragés, plus déprimés, plus anxieux. Hein, donc, ce n'est pas tant en termes de motivation, d'implication, mais vraiment en termes de santé mentale et de capacité à persévérer, enfin de capacité, en tout cas de possibilité de persévérer de façon ininterrompue leurs études, que ça va se jouer. Donc, je viens de vous le dire, ils rapportent un plus faible niveau de bien-être, plus de fatigue et plus de problèmes physiques, psychologiques et ou d'apprentissage que leurs pairs. Et chiffre qui nous a vraiment interpellés, c'est que près de la moitié estiment que leurs proches ne comprennent que peu ou pas leur réalité, et seulement 8% pensent que leurs enseignants, donc au cégep ou à l'université, les comprennent. Donc, ce qui est vraiment extrêmement, pour le coup, marginal. Hein. La plupart des jeunes pensent que s'ils évoquaient leur quotidien, leur réalité, notamment leur réalité familiale, hein, dans la plupart des cas, les professeurs ne la comprendraient pas, ne les croiraient pas ou ne sauraient pas peut-être aussi comment accueillir ces informations et comment y réagir. Autre élément qu'on a pu identifier dans le cadre de notre étude, c'est un certain nombre de variables qui sont finalement des facteurs de risque ou de protection, hein, ça dépend comment on les regarde, du décrochage scolaire. Je vous ai dit, les jeunes aidants rapportent un parcours scolaire où il y a plus d'interruptions que les jeunes non-aidants. Et ce qu'on observe, c'est que ce qui semble être protecteur, finalement, si on veut le regarder de façon positive, ce qui semble éviter que ces jeunes décrochent, c'est le fait qu'ils puissent vivre une expérience scolaire positive à tous les niveaux. C'est-à-dire que le fait qu'ils se sentent intégrés sur le plan social, donc qu'ils estiment avoir des bonnes relations avec leurs pairs, avec leurs enseignants, le fait qu'ils se sentent suffisamment en réussite scolaire et le fait qu'ils se sentent suffisamment motivés par l'apprentissage, par l'école, c'est un facteur de protection qui paraît assez logique. Leur niveau de bien-être. Plus un jeune va avoir une santé mentale, un jeune aidant, hein, mais c'est valable pour l'ensemble des jeunes, mais spécifiquement pour les jeunes aidants, plus il va avoir un niveau de bien-être important, plus il va se sentir avoir une santé mentale positive, moins il a de risques, comme le montrent nos données, de décrocher. Le fait d'avoir ou non un trouble d'apprentissage, là encore, c'est relativement logique. Hein, quand un jeune n'en a pas, il va avoir moins de risques de décrocher. Et là, des éléments aussi extrêmement importants qui nous amènent à voir aussi la latitude qu'on peut avoir pour soutenir ces jeunes, c'est quand un jeune se sent à l'aise de parler de son rôle d'aidant, notamment à l'école, il est beaucoup moins à risque, enfin il est significativement, en tout cas moins à risque de décrocher que quand il ne se sent pas à l'aise de le faire. Donc là, on commence à voir aussi ce sur quoi on va pouvoir jouer dans ce qu'on propose comme environnement scolaire à ces jeunes-là. Également, plus un jeune va se dire informé par rapport à la situation de son proche, et là, ça renvoie davantage aussi à tout le réseau de la santé. Quand un jeune se sent, a l'impression d'être suffisamment informé par rapport aux troubles de son proche, au handicap de son proche, plus ça va avoir un impact protecteur par rapport à son parcours scolaire. Donc, autant de variables sur lesquelles on voit aussi une certaine latitude d'action. Mais voilà, ce que vous pouvez retenir peut-être, c'est que plus les jeunes aidants évaluent positivement leur expérience scolaire et se sentent à l'aise de parler de leur rôle avec leur entourage, notamment les enseignants, le personnel scolaire, mieux ils se sentent et moins ils envisagent d'arrêter leurs études. Ce qu'on a observé également, parmi ce que les jeunes considèrent être comme des mesures protectrices pour soutenir leur bien-être et leur persévérance scolaire, donc favoriser une expérience scolaire positive, c'est-à-dire que les jeunes soulignent l'importance d'avoir du soutien scolaire de la part du corps professoral, de participer à des activités par et pour les étudiants, d'avoir un lien significatif avec d'autres membres, d'autres membres de façon générale, mais aussi potentiellement de pouvoir rencontrer d'autres jeunes aidants.
dans le milieu scolaire. Également, les jeunes soulignent l'importance que les milieux scolaires œuvrent en faveur d'une bonne santé mentale étudiante, alors notamment en donnant accès à des espaces de détente, par exemple, aménagés par et pour les étudiants, avoir accès à des groupes de soutien dans le cadre scolaire ou à des conférences sur des sujets qui les préoccupent, notamment sur la gestion de l'anxiété, comment on fait pour prendre soin de soi, etc. Offrir des occasions d'échanger autour du rôle d'aidant. Donc, je vous l'ai dit, les jeunes sont en attente à la fois de rencontrer d'autres jeunes aidants, mais aussi d'avoir des espaces où ils peuvent être soutenus, informés, outillés par rapport à leur rôle. Et également, ce dont les jeunes sont vraiment, ce à quoi ils semblent vraiment attachés, c'est l'importance d'informer et d'outiller le personnel scolaire sur la jeune aidance. Ce que je n'ai pas dit, peut-être je peux le rajouter rapidement, c'est que les études montrent que c'est absolument pas une spécificité québécoise que le fait de dire que les jeunes se sentent incompris à l'école, c'est quelque chose qui ressort dans la plupart des pays. Donc, voilà, cet effort de formation et de sensibilisation a déjà été commencé dans certains pays, mais clairement, c'est une ligne d'action majeure qui est reconnue pour soutenir ces jeunes. Donc, à la suite de ces constats-là, de ces informations-là, on a développé une formation en ligne qui est accessible gratuitement sur le site du L'Approche. Vous avez le lien qui s'affiche sur cette diapositive et qui a pour but d'approfondir la compréhension des jeunes aidants, de ce que c'est qu'un jeune aidant en milieu postsecondaire au Québec, d'aider le personnel scolaire, les enseignants, l'ensemble du personnel scolaire à identifier les indicateurs d'un rôle d'aidant. Comment est-ce qu'on peut repérer quand un jeune semble jouer un rôle d'aidant, et aussi d'outiller le personnel scolaire qui se familiarise davantage avec les pratiques pour soutenir le bien-être et la réussite scolaire de ces jeunes. C'est une formation qui va se décliner en 4 modules, qui prend 1 heure au total, donc c'est relativement rapide. On a essayé de faire quelque chose d'interactif, avec donc des exercices, des capsules, des fiches téléchargeables, la possibilité aussi de faire reconnaître la complétion de la formation avec un certificat. Et donc, vraiment, on vous invite, alors je vois le temps filer, mais je ne sais pas, peut-être je pourrais cliquer sur le lien pour vous donner un aperçu, mais en tout cas, on vous invite vraiment à aller regarder cette formation et la suivre, et à nous communiquer aussi vos commentaires pour éventuellement l'améliorer en suivant. J'en viens à parler du volet primaire pour laisser un temps aux questions ensuite. Alors, vous allez voir que le volet primaire a été un petit peu différent. Je vous le rappelle, un enfant peut être un aidant dès l'âge de 5 ans. Donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau des établissements primaires déjà pour essayer de repérer rapidement ces jeunes-là, puisque ce qu'on sait, c'est que quand un jeune est identifié assez rapidement, il y a moins de risques aussi que la situation, par exemple, se cristallise, devienne plus lourde pour le jeune, etc. Donc, il y a l'importance de ce repérage précoce est clairement identifiée. Par contre, on a très peu de données actuellement sur la réalité de ces enfants d'âge primaire aidants au Québec, mais aussi ailleurs. Très peu d'études, même à l'international, sur la réalité de ces enfants-là. Là, on s'est dit, on ne peut pas partir aussi facilement, on va dire, que dans le volet postsecondaire, même si ça était loin d'être facile, mais on avait vraiment l'objectif de partir un petit peu plus en amont et de se doter d'un outil qui nous permet de repérer qui sont les enfants aidants. Parce qu'on s'est dit, autant, avec des plus âgés, il y a des outils qui existent déjà dans la littérature pour nous aider à les repérer, autant, clairement, pour repérer des enfants d'âge primaire, il n'existait rien, même ailleurs, pour les repérer efficacement. Donc, on a développé un questionnaire. Alors, un questionnaire imagé, parce que c'est un questionnaire qui est là pour parler aux enfants, pour qu'il soit facile à comprendre, ludique, qui nous aide, qui puisse aider ensuite
n'importe quel acteur, on va dire, à identifier des enfants à risque ou vivant une situation de proche aidance. C'est un volet qu'on a mené en collaboration avec l'équipe GED, qui est une équipe de recherche à Paris, que je remercie énormément aussi pour sa contribution. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. C'est un questionnaire que l'on a pré-testé auprès d'un certain nombre d'enfants de 7 à 12 ans pour s'assurer que le questionnaire était compréhensible, qu'il était intéressant, qu'il était sécuritaire et qu'il était faisable. Tout ça a été vérifié, les résultats sont très positifs et suite à ce pré-test, on a pu bonifier et finaliser un outil, donc l'outil en ligne qui est intitulé le questionnaire de Lou. Et vous voyez Lou là sur la droite de la diapositive, qui est le petit personnage qui va accompagner l'enfant tout au long de la complétion du questionnaire pour rendre la complétion plus dynamique et plus facile pour l'enfant. Ce que je peux vous dire de ce questionnaire, donc c'est le premier outil francophone qui existe, qui est un outil auto-administré, c'est-à-dire que c'est l'enfant lui-même qui répond aux questions. C'est un outil imagé, hein, comme je vous l'ai dit, pour le côté ludique, le côté aussi d'aide à la compréhension, qui convient pour les enfants de 7 à 12 ans, accompagnés d'un adulte. Hein, il y a quand même l'importance qu'il y ait un adulte à proximité pour répondre aux questions, pour voilà, guider l'enfant aux besoins. C'est un questionnaire qui inclut une narration et une musique de fond. Donc, la narration, c'est aussi quand, par exemple, des enfants auraient des difficultés de lecture, de décodage, hein, de l'écrit, ben, ils vont entendre les questions aussi être lues, hein, donc pour une meilleure accessibilité. Il y a un guide d'utilisation qui est disponible avec le questionnaire qui qui est plus à destination des adultes pour le coup, pour accompagner les adultes, outiller les adultes à comment faire passer ce questionnaire, quoi faire avec les résultats issus du questionnaire. Et c'est un outil interactif qui offre, une fois que l'enfant a complété les questions, un sommaire des résultats et des pistes à considérer. Donc, ce n'est pas un outil diagnostique, ce n'est pas, on n'a pas la prétention ni même l'objectif de dire que à l'issue de cet outil, vous serez en mesure de dire cet enfant-là est un enfant aidant, cet enfant-là ne l'est pas, mais c'est un outil qui va vous permettre d'afficher peut-être certains petd'une drapeaux, de dire ah ben, on repère que cet enfant-là, par exemple, a dans son entourage une personne porteuse d'un handicap ou d'une difficulté X ou Y. On repère que cet enfant-là dit faire telle ou telle tâche relativement régulièrement. Bon, est-ce qu'il est aidant, est-ce qu'il n'est pas aidant? Ensuite, ça, c'est davantage en termes de jugement clinique, mais donc, c'est vraiment un outil qui est plus là pour aider au repérage qu'un outil diagnostique. Et là encore, c'est un outil qui est accessible en ligne gratuitement. Vous avez le lien ici, on vous encourage encore une fois à aller le regarder, l'essayer, nous faire des rétroactions. Voilà, et c'est un outil pour lequel on reçoit beaucoup de demandes aussi de l'international, puisque là, je mettais premier outil francophone, mais en fait, c'est le premier outil qui se destine à aider à l'identification des enfants si jeunes qui seraient en situation d'aidance. Ici, on vous a mis des exemples d'images. Je remercie d'ailleurs Gabriel, hein, qui peut-être écoute le webinaire, qui nous a fait des magnifiques dessins pour accompagner le questionnaire, avec voilà, des représentations imagées de ce que peut faire un enfant pour soutenir un proche. Donc, il y a des questions sur l'âge de l'enfant, sur la fratrie aussi, des questions sur la fréquence des tâches qu'il accomplit pour soutenir une personne de son entourage, avec, selon qu'il ait des frères et sœurs, s'il n'a pas de frères et sœurs, il y aura 18 questions. S'il en a, il y a 21 questions. Mais vous voyez, c'est quand même un questionnaire assez rapide à compléter. Des questions sur la santé des proches de l'enfant et du soutien que les enfants apportent. Des questions sur l'état, la santé mentale et le bien-être en général de l'enfant, pour identifier non seulement quels sont ceux qui semblent effectuer des tâches, mais aussi quels sont ceux qui semblent en fait avoir un poids sur les épaules, hein, parce que c'est pas seulement est-ce qu'ils accomplissent beaucoup de tâches, mais c'est aussi comment est-ce qu'ils vivent le soutien qu'ils apportent. Parfois,
un enfant va rapporter peu de tâches, mais sentir que les tâches qu'il fait, par contre, sont extrêmement lourdes pour lui. C'est ce qui est aussi interpellant, évidemment. Et la possibilité pour l'enfant de laisser des commentaires s'il souhaite donner davantage d'informations. Comme je vous le disais tout à l'heure, suite à la complétion du questionnaire par l'enfant, l'adulte a accès à un sommaire donc, de résultats qu'il peut imprimer ou télécharger pour garder une trace des réponses de l'enfant. Je finirai quasiment par ça, j'en viens à la conclusion juste après. On vous a mis ici, je vous ai dit, on a pré-testé l'outil auprès, je ne l'ai pas dit par contre, auprès d'enfants, je l'ai dit, auprès aussi de professionnels, de psychoéducateurs, d'enseignants, etc. Et on vous a mis ici des extraits de commentaires. Un enfant de 9 ans qui nous dit, s'il y en a qui ne comprennent pas beaucoup les mots, donc des enfants, des fois, ça pourrait les aider. Il était bon, le questionnaire, c'était clair, les images utilisées, c'était beau. Et ça, vraiment, c'est ce qui est ressorti par les enfants qui ont pré-testé, c'est vraiment que le fait qu'il y ait des images, le fait que ça soit ludique, ça les aidait aussi à aller jusqu'au bout du questionnaire et à comprendre ce qu'on essayait d'évaluer. Et une psychoéducatrice en milieu scolaire, au primaire, qui dit, une fois qu'elle a vu le questionnaire finalisé, quel magnifique questionnaire, j'adore le visuel, la musique, la lecture audio, c'est très invitant, ça va capter l'attention des jeunes. Donc, c'est vraiment ce qu'on espère avec ce questionnaire-là et on espère que vous serez aussi convaincus de la faisabilité et puis de la pertinence de cet outil. J'en viens aux conclusions pour laisser du temps aux questions. Ce qui ressort de cette étude-là, alors, du volet postsecondaire, ce qui ressort, c'est que clairement, il y a une proportion importante d'étudiants ayant un rôle d'aidant. On n'a pas eu le temps d'évaluer, grâce à notre questionnaire de Lou, la proportion d'enfants en milieu primaire, mais c'est dans nos objectifs de recherche à venir de nous servir du questionnaire de Lou pour voir, au niveau primaire, combien sont-ils? Probablement qu'ils sont moins nombreux que 21%, mais si on se fixe sur les quelques études menées à l'étranger, il y en a quand même un certain nombre qui seraient déjà aidants au niveau primaire. Ce que nous confirment nos résultats, c'est que ce sont des jeunes qui sont plus à risque sur le plan de la santé mentale, sur le plan du bien-être, et qui sont plus à risque aussi d'interrompre leurs études. D'où l'importance d'offrir du soutien à ces jeunes-là, et notamment du soutien qui viendrait des établissements scolaires. Et donc, un rôle clé qui est notamment souligné par les jeunes eux-mêmes, que peuvent jouer les milieux scolaires dans l'accompagnement de ces jeunes afin de soutenir leur bien-être, leur persévérance scolaire de différentes façons, à la fois en étant peut-être plus sensibilisés au fait que ces jeunes-là existent, qu'il y en a un certain nombre, reconnaître leur réalité, mais aussi leur offrir un certain nombre peut-être d'accommodements sur le plan scolaire, la possibilité d'avoir une certaine flexibilité par rapport à la remise des travaux, par exemple. Enfin bref, autant de pistes qu'on vous présente dans la formation. Et voilà, l'aboutissement de notre recherche, c'était important aussi, à chaque fois qu'on fait des recherches dans le cadre de nos travaux, on a vraiment ce souci aussi de la transférabilité vers la pratique, que ça soit des recherches qui soient utiles sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition des milieux scolaires, mais aussi d'autres professionnels, des outils qui soient accessibles gratuitement, pour à la fois faciliter le repérage de ces jeunes. Dans la formation en ligne, comme dans le questionnaire de Lou, il y a vraiment cette idée de donner davantage d'outils pour qu'on soit davantage en mesure de les repérer, ces jeunes-là, et aussi de les soutenir, évidemment, dès l'école primaire. Et ça, voilà, j'en resterai là pour la présentation. J'espère avoir été claire et synthétique. Et on est à votre disposition pour répondre à vos questions, recevoir vos commentaires. Et vraiment, encore une fois, je vous invite à aller voir les outils en espérant qu'ils vous soient utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis mon courriel aussi ici, le courriel de RIMAC, donc qui coordonne l'étude. N'hésitez pas à nous écrire si vous n'avez pas le temps de poser votre question, si vous souhaitez avoir d'autres informations sur l'étude, on sera heureuse de vous répondre. Alors, merci
beaucoup, Aude, pour cette merveilleuse présentation, très claire et pertinente. C'est donc le moment, si vous souhaitez nous poser des questions, nous fournir des commentaires. Je vous invite donc à utiliser la fonction QR. Pour certains, la fonction conversation fonctionne. Donc, on va tenter le plus possible d'y répondre et peut-être, selon le temps et l'intérêt, on pourrait faire un petit tour d'horizon au niveau de la formation ou du questionnaire de Lou. Donc, voilà. Merci pour vos commentaires. Alors, sachez que la présentation et donc le webinaire enregistré et la présentation vont être disponibles en ligne. Donc, vous allez pouvoir y accéder, télécharger. Vous recevrez aussi un courriel pour ça. Donc, n'hésitez pas à les partager. On a reçu quand même quelques questions pertinentes en lien avec l'accessibilité des outils. Donc, oui, les outils sont tout à fait publics. Vous pouvez les partager, vous pouvez les utiliser. Sont déjà en ligne. Merci Sylvie pour le beau commentaire. Donc, question. Donc, peut-être, Aude, on pourrait faire un partage, le temps de recevoir. Oui, merci. Je te laisse voir par lequel tu as envie de commencer. Je vois qu'il y a quand même une question qui vient d'arriver là. Pouvez-vous nous parler de la suite de la recherche? Pourquoi avoir laissé de côté le niveau secondaire? Juste, je rebondis sur cette question, puis après, on vous donnera un aperçu. En fait, ce n'est pas un choix délibéré de notre part d'avoir laissé de côté le niveau secondaire. C'est pour des difficultés de recrutement. On a essayé de nombreuses stratégies de recrutement qui ont peu porté leurs fruits sur le plan, enfin, au niveau secondaire, ce qui fait que les données qu'on obtenait étaient trop parcellaires pour en arriver à des conclusions qui nous semblaient valides. Donc, justement, on est en train de réfléchir aux suites et clairement, dans les prochains mois, avec la remise en œuvre de ce volet secondaire, avec l'appui notamment d'une firme de recherche qui va nous aider dans le recrutement pour qu'on en arrive aussi à des données fiables à ce niveau-là et également à une formation qui sera davantage axée sur la réalité des établissements secondaires et comment les établissements secondaires peuvent accompagner ces jeunes-là. Donc, ça va venir incessamment sous peu, mais voilà, c'était vraiment pour des questions de recrutement. Merci Aude. On a une autre question ici. On a deux autres questions. Donc, la première, est-ce que c'est un professionnel qui peut utiliser les outils ou bien n'importe qui? Alors, vous verrez que alors, vous pouvez suivre, par exemple, la formation, vous pouvez la suivre pour votre curiosité, etc. Le questionnaire de Lou, vous verrez qu'il y a vraiment un guide d'utilisation qui met en évidence un certain nombre de recommandations par rapport au fait que il y a quand même tout un bagage important à avoir pour être en mesure aussi de recevoir les résultats, d'accompagner l'enfant dans la complétion, etc. Je ne sais pas, Geneviève ou Rima, si vous voulez compléter. Alors, je dirais effectivement que ça dépend vraiment des compétences et du champ d'expertise de chacun. Il n'y a pas nécessairement une indication claire. Par contre, vous avez un guide d'accompagnement qu'on vous recommande fortement de lire et vous trouverez plusieurs directives, indications, des guides par rapport à la pratique. Donc, on vous réfère vraiment à vos normes et à vos propres codes pour l'utilisation de cet outil, comme dans tout autre champ d'intervention, en fait. Donc, est-ce qu'un éducateur spécialisé, bien sûr, peut utiliser, tout comme un professionnel? Ça dépend vraiment là, de votre champ d'expertise, votre compétence et aussi le travail que vous faites avec les jeunes. Je vois Geneviève qui a fait un pouce en l'air, donc ça semble être cohérent, super. Merci beaucoup pour la question. Donc, prochaine question, très belle présentation. J'ai fait le questionnaire de Lou et je l'ai trouvé un peu long. Comment a-t-il été perçu en termes de durée par les jeunes qui l'ont expérimenté? Alors, on n'a pas eu de retour sur cet aspect-là.
En fait, non, on n'a pas eu de commentaires. On l'a déjà raccourci. C'est pas vrai qu'on n'a pas eu de commentaires. On avait eu des commentaires et on a raccourci le questionnaire pour qu'il soit justement plus court. Et au final, quand on a testé la dernière version du questionnaire, ça semblait correct. Ceci dit, c'est vrai que ça reste un question. C'est pour ça qu'on a essayé de le rendre le plus ludique possible, le plus interactif possible, le plus dynamique possible. Mais ça reste que, effectivement, il y a un certain nombre de questions à compléter pour en arriver à un profil relativement complet de l'enfant. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été soulevé par les enfants ni par les professionnels qui ont évalué le questionnaire. Là encore, Rima et Geneviève pouvaient compléter évidemment. Ça me semble complet. Merci, Aude. Merci pour la question. Donc, Geneviève, thumbs up. Prochaine question. Y a-t-il des recherches connexes qui concernent les jeunes adultes proches aidants 18-35? Alors, des recherches connexes dans le sens menées par d'autres laboratoires de recherche ou... Ce que j'en comprends, c'est spécifiquement aux jeunes adultes, donc 18-35. Ce qu'il y a d'autres, je sais qu'il y a l'étude en cours dans laquelle tu es associé. Donc, j'imagine que la question porte sur s'il y a d'autres recherches. C'est bien ça? On va attendre la réponse de... Oui, ça dit oui. Oui, notamment justement, effectivement, comme le dit Rima, une recherche à laquelle j'ai la chance d'être associée, qui est menée par Déborah Hummel de l'Université de Sherbrooke, qui est une recherche financée dans le cadre des actions concertées du FRQSC, qui est en train d'être réalisée, où on essaye de creuser encore plus que ce qu'on a fait dans cette étude que je viens de vous présenter, la réalité de ces jeunes-là, les défis que rencontrent les jeunes adultes aidants. Alors, dans le cadre scolaire, mais pas seulement, aussi dans le cadre professionnel, les expériences de stigmatisation qu'ils peuvent rencontrer. Donc, oui, des recherches se poursuivent et notamment par d'autres chercheurs au Québec et ailleurs à l'international. Tout à fait. Excellent, merci Aude. Donc, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes pour recevoir des questions, commentaires. Aude, juste pour spécifier, Michel Archambault qui voudrait prendre quelques minutes à la fin avant de conclure pour donner un petit mot. Donc, Michel, avec plaisir, on va te réserver ce temps-là. Alors, commentaires, questions. Attendez, je l'ouvre. Est-ce que les résultats de l'étude sur les jeunes proches aidants sont disponibles du postsecondaire? Alors, il y a un rapport de recherche qui a été envoyé donc au ministère qui ont subventionné l'étude et on est en train de publier, enfin de soumettre en tout cas un certain nombre d'articles qui présentent les résultats, alors que je vous ai présenté ici, mais de façon beaucoup plus évidemment étoffée. Donc, on espère que ces articles vont sortir incessamment sous peu. Également, je pense que je peux le dire, on a un chapitre d'ouvrage il y a un ouvrage collectif qui va paraître prochainement sur la proche aidance au Québec et on a un chapitre qui sera dans le cadre de cet ouvrage-là consacré aux jeunes aidants où on fait justement un inventaire de ce que montrent les études à l'international sur les jeunes aidants et on donne aussi un aperçu des résultats de notre étude. Voilà, donc oui, des publications qui ne vont pas tarder. Excellent, merci. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes. Est-ce que tu veux partager quelque chose et puis on laisse la place à Michel? Je ne sais pas, est-ce que Michel, tu veux prendre la parole et puis... Oui, attends, je vais essayer de la... parce que il faut que je lui donne l'autorisation, ça ne sera pas long. Michel, voilà. Voilà, Michel, ça devrait fonctionner. Merci beaucoup, Rima. Ça fonctionne?
Oui, Oui, allô Ah, Michel. ben bonjour. En fait, je me présente. Moi, je coordonne les travaux gouvernementaux en proche aidance au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce sont des travaux qui sont associés à la direction des services aux aînés et aux proches aidants. Nathalie Tremblay, la directrice, est avec nous aujourd'hui. Mais ce sont des travaux qui sont transverses à tous les contextes de la proche aidance. Aude et Rima, nous vous remercions chaleureusement pour ces travaux importants qui laissent une empreinte certaine et qui vont assurément guider les actions futures pour les jeunes proches aidants au Québec. Il faut savoir que ces travaux-là sont liés à deux mesures de notre plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes, la mesure 51 et la mesure 52. Je trouve ça très émouvant, moi, de me remémorer qu'en 2021, quand on a fait les travaux d'élaboration du plan d'action, la jeune proche aidance était quelque chose d'assez invisible encore au mhm, Québec. Et quand on a sensibilisé nos grands collaborateurs que sont le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur à cette réalité que vivent les jeunes personnes proches aidantes, notamment à l'école, ils se mhm, sont empressés à vouloir investir des actions concrètes dans le cadre du plan d'action. Et c'est ce qui a permis de mobiliser Aude et Rima, qui étaient déjà, on avait déjà au Québec des expertes en jeunes proches aidance qui avaient déjà fait plusieurs travaux de recherche en ce sens et qui avaient une reconnaissance même au-delà du Québec et à l'international. Donc, Rima et Aude, vraiment, vos résultats arrivent en temps opportun et puis ont maintenant aussi le potentiel d'influencer des mesures de notre prochain plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes pour qu'on devienne une société encore plus bienveillante là, envers nos jeunes personnes proches aidantes, tant sur le plan de la conciliation études et jeunes proches aidantes que sur le plan aussi du soutien à leur si précieux développement socio-affectif. Alors, merci encore, merci beaucoup. merci Merci Michel et merci Michel. encore pour votre confiance. Je vois Geneviève qui applaudit, mais merci pour votre confiance, pour la collaboration vraiment, et on est bien heureuse de continuer la collaboration avec vous. Et voilà, nous aussi, on est assez émus de voir qu'il y a cette sensibilisation aussi de plus en plus forte au Québec, qui fait que voilà, on avance assez rapidement. Donc merci Michel. Absolument, merci beaucoup. On est vraiment très content aussi que ça serve et que ça va poursuivre dans ce sens-là et n'hésitez pas à nous écrire pour nous donner des retours par rapport à les outils qui sont développés. Ils sont là pour vraiment pour soutenir la pratique, pour aussi ultimement soutenir les jeunes aidants. Donc, on est très content d'avoir été des joueuses dans ce sens-là. Donc, écoute, il nous reste 3 minutes. Donc, encore du temps si vous avez des questions, des commentaires. Et Aude, on peut aussi conclure avec une petite conclusion, boucler tout ça. Je te laisse la parole de fin. Alors, pour conclure, merci Rima, j'avais pas prévu. Mais pour conclure, en tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreuses à participer. Voilà, vraiment avec cette idée que on a essayé d'obtenir des données qui soient les plus fiables possibles pour développer des outils qui soient les plus utiles possibles et les plus ancrés possibles dans la réalité aussi des jeunes du Québec. Donc, on espère que voilà, qui vous seront utiles. On pense que voilà, ne serait-ce que de parler de plus en plus aussi de la jeune aidance. Il y a eu des articles qui sont sortis aussi cette semaine dans la presse sur les jeunes aidants. Ça contribue aussi à faire avancer les choses et à les soutenir. Donc voilà, merci encore. Bonne journée à tous et toutes et au plaisir d'échanger. N'hésitez pas à nous écrire, on sera heureuse d'échanger avec vous aussi par mail. Absolument. Donc, merci beaucoup. Donc, ça mettrait fin au webinaire et on se dit à très bientôt. Merci Rima.